Bonjour, c'est moi. Et oui, oui, on va lire Dracula de Bram Stoker. Et oui, une formidable histoire bien sûr, qui va, je pense, être encore extrêmement longue. Donc, courage à tous. Allez, Bram Stoker, Dracula, 1897. Votre année de naissance certainement. Et on démarre avec une petite explication. Attention. Comment ces documents ont été classés les uns à la suite des autres, c'est ce que leur lecture rendra clair. Tout le superflu a été éliminé afin qu'une histoire qui contrevient à tout ce que la croyance juge possible de nos jours s'impose comme une réalité pure et simple. Il ne s'y trouve, du début jusqu'à la fin, aucune des positions où la mémoire ait été susceptible de se fourvoyer, car tous les récits retenus sont contemporains des faits qu'ils décrivent et sont rapportés du point de vue de ceux qui les ont écrits et dans les limites de leur connaissance. Oh là là. Ok, les gars, c'est une histoire vraie. C'est lui qui l'a dit, moi je le crois. Invité d'Oracula, note de bas de page. Première partie du journal de Jonathan Harker, publié en dehors de l'édition originale. On va l'appeler Jonathan. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan. Lorsque je partis en excursion, un beau soleil illuminait Munich, et l'air était rempli de cette joie particulière au début de l'été. La voiture s'ébranlait déjà lorsque Herr Delbruck, le patron de l'hôtel des 4 saisons où j'étais descendu, accourut pour me souhaiter une promenade agréable. Puis, la main toujours sur la portière, il s'adressa au cocher. « Et surtout, soyez de retour avant le soir, n'est-ce pas? Pour le moment, il fait beau, mais ce vent du nord pourrait bien finir malgré tout par nous amener un orage. Il est vrai qu'il est inutile de vous recommander la prudence. Vous savez aussi bien que moi qu'il ne faut pas s'attarder en chemin cette nuit. » Il avait souri en disant ces derniers mots. « Ja, mein Herr » dit Johann d'un air entendu et, touchant de 2 doigts son chapeau, il fit partir les chevaux à toute vitesse. Lorsque nous fûmes sortis de la ville, je lui fis signe d'arrêter et lui demandai aussitôt « Dites-moi, Johann, pourquoi le patron a-t-il parlé ainsi de la nuit prochaine ?» En se signant, il me répondit brièvement « Walpurgisnacht ». Je suis désolée, j'ai pas fait allemand LV2, je fais de mon mieux. Puis, de sa poche, il tira sa montre, une ancienne montre allemande en argent et de la grosseur d'un navet. Il la consulta en fronçant les sourcils et haussa légèrement les épaules dans un mouvement de contrariété. Je compris que c'était là sa façon de protester assez respectueusement contre ce retard inutile, et je me laissai retomber au fond de la voiture. Aussitôt, il se remit en route à vive allure, comme s'il voulait regagner le temps perdu. De temps à autre, les chevaux relevaient brusquement la tête et reniflaient. On eût dit qu'une odeur ou l'autre, que seul percevait, leur inspirait quelque crainte. Et chaque fois que je les voyais ainsi effrayés, moi-même assez inquiet, je regardais le paysage autour de moi. La route était battue des vents, car nous montions une côte depuis un bon moment et parvenions sur un plateau. Peu après, je vis un chemin par lequel, apparemment, on ne passait pas souvent et qui, me semblait-il, s'enfonçait vers une vallée étroite. J'eus fort envie de le prendre et, même au risque d'importuner Johann, je lui criai à nouveau d'arrêter et je lui expliquai alors que j'aimerais descendre par ce chemin. Cherchant toutes sortes de prétextes, il dit que c'était impossible, et il se signa plusieurs fois tandis qu'il parlait. Ma curiosité éveillée, je lui posai de nombreuses questions. Il y répondit évasivement et en consultant sa montre à tout instant, en guise de protestation. À la fin, je n'y tins plus. « Johann, lui dis-je, je veux descendre par ce chemin. Je ne vous oblige pas à m'accompagner, mais je voudrais savoir pourquoi vous ne voulez pas le prendre. » Pour toute réponse, d'un bond rapide, il sauta du siège. Une fois à terre, il joignit les mains, me supplia de ne pas m'enfoncer dans ce chemin. Il mêlait à son allemand assez de mots anglais pour que je le comprenne. Il me semblait toujours qu'il allait me dire quelque chose,
dont la seule idée sans aucun doute l'effrayait, mais à chaque fois, il se ressaisissait et répétait simplement en faisant le signe de la croix: Walpurgis Night, Walpurgis Night. Je voulus un peu discuter, mais allez donc discuter quand vous ne comprenez pas la langue de votre interlocuteur. Il garda l'avantage sur moi, car bien qu'il s'appliquât chaque fois à utiliser les quelques mots d'anglais qu'il connaissait, il finissait toujours par s'exciter et par se remettre à parler allemand. Et, invariablement alors, il regardait sa montre pour me faire comprendre ce que j'avais à comprendre. Les chevaux aussi devenaient impatients, et ils reniflèrent à nouveau. Voyant cela, l'homme blêmit, regarda tout autour de lui l'air épouvanté et, soudain, saisissant les brides, conduisit les chevaux à quelques mètres de là. Je le suivis et lui demandai ce qui le poussait soudain à quitter l'endroit où nous nous étions d'abord arrêtés. Il se signa, me montra l'endroit en question, fit encore avancer sa voiture vers la route opposée et, enfin, le doigt tendu vers une croix qui se trouvait là, me dit d'abord en allemand puis dans son mauvais anglais: « C'est là qu'on a enterré celui qui s'est tué. » Je me souvins alors de la coutume ancienne qui voulait qu'on enterrât les suicidés à proximité des carrefours. « Ah oui, fis-je, un suicidé, intéressant. » Mais il m'était toujours impossible de comprendre pourquoi les chevaux avaient été pris de frayeur. Tandis que nous parlions de la sorte, nous parvint de très loin un cri qui tenait à la fois du jappement et de l'aboiement. De très loin, certes, mais les chevaux se montraient maintenant véritablement affolés, et Johann eut toutes les difficultés du monde à les apaiser. Il se retourna vers moi et me dit, la voix tremblante: « On croirait entendre un loup. Et pourtant, il n'y a plus de loup ici. » « Ah non? Et il y a longtemps que les loups n'approchent plus de la ville. » »« Très, très longtemps. Du moins au printemps et en été. Mais on les a revus parfois, avec la neige. » Il caressait ses chevaux, essayant toujours de les calmer lorsque le soleil fut caché par de gros nuages sombres qui, en quelques instants, envahirent le ciel. Presque en même temps, un vent froid souffla. Ou plutôt, il y eut une seule bouffée de vent froid qui ne devait être, somme toute, qu'un signe précurseur, car le soleil, bientôt, brilla à nouveau. La main en visière, Johann examina l'horizon puis me dit: « Tempête de neige. Nous l'aurons avant longtemps. » Une fois de plus, il regarda l'heure, puis, tenant plus fermement les rênes, car assurément la nervosité des chevaux pouvait lui faire redouter le pire, il remonta sur le siège comme si le moment était venu de reprendre la route. Quant à moi, je voulais encore qu'il m'expliquât quelque chose. « Où mène donc cette petite route que vous refusez de prendre ?» lui demandai-je. « À quel endroit arrive-t-on » Il se signa, marmonna une prière entre les dents, puis se contenta de me répondre: « Il est interdit d'y aller. » « Interdit d'aller où ?»« Mais au village. »« Ah, il y a un village là-bas ?»« Non, non. Il y a des siècles que personne n'y vit plus. » « Pourtant vous parliez d'un village. »« Oui, il y en avait un. » « Qu'est-il devenu ?» Là-dessus, il se lança dans une longue histoire où l'allemand se mêlait à l'anglais dans un langage si embrouillé que je le suivais difficilement, sans doute. Je crus comprendre cependant qu'autrefois, il y avait de cela des centaines et des centaines d'années, des hommes étaient morts dans ce village et avaient été enterrés. Puis on avait entendu des bruits sous la terre, et lorsqu'on avait ouvert leurs tombes, ces hommes et ces femmes étaient apparus pleins de vie, un sang vermeil colorant leurs lèvres. Aussi, afin de sauver leur vie, et surtout leurs âmes, ajouta Johann en se signant, les habitants s'enfuirent vers d'autres villages où les vivants vivaient, et où les morts étaient des morts et non pas quelque chose d'autre. Le cocher, évidemment, avait été sur le point de prononcer certains mots, et, à la dernière seconde, il en avait été lui-même épouvanté. Tandis qu'il poursuivait son récit, il s'excitait de plus en plus. On eût dit que son imagination l'emportait. Et c'est dans une véritable crise de terreur qu'il l'acheva pâle comme la mort, suant à grosses gouttes, tremblant, regardant avec angoisse tout autour de lui comme s'il s'attendait à voir se manifester quelque présence redoutable sur la plaine, où le soleil brillait de tous ses feux. Finalement,
il eut un cri déchirant, plein de désespoir. « Walpurgis Night !» Et il me montra la voiture comme pour me supplier d'y reprendre place. Mon sang anglais me monta à la tête et, reculant d'un pas ou deux, je dis à l'Allemand « Vous avez peur, Johann, vous avez peur. Reprenez la route de Munich, je retournerai seule. La promenade à pied me fera du bien. » La portière étant ouverte, je n'eus qu'à prendre ma canne en bois de chêne dont, en vacances, j'avais toujours soin de me munir. « Oui, rentrez à Munich, Johann, repris-je. Walpurgis Night, ça ne concerne pas les Anglais. » Les chevaux s'énervaient de plus en plus, et Johann essayait à grand-peine de les retenir, cependant qu'il me priait instamment de ne rien faire d'aussi insensé. Pour moi, j'avais pitié du pauvre garçon qui prenait la chose tellement à cœur. Cependant, je ne pouvais m'empêcher de rire. Sa frayeur lui avait fait oublier que, pour se faire comprendre, il devait parler anglais, de sorte qu'il continua à baragouiner de l'allemand. Cela devenait franchement ennuyeux. Du doigt, je lui montrai sa route, lui criai Munich, et me détournant, je m'apprêtai à descendre vers la vallée. Ce fut, cette fois, avec un geste de désespoir qu'il fit prendre à ses chevaux la direction de Munich. Appuyé sur ma canne, je suivis la voiture des yeux. Elle s'éloignait très lentement. Alors apparut au sommet de la colline une silhouette d'homme, un homme grand et maigre. Je le distinguai malgré la distance. Comme il approchait des chevaux, ceux-ci se mirent à se cabrer, puis à se débattre et à hennir de terreur. Johann n'était plus maître d'eux. Ils s'emballèrent. Bientôt je ne les vis plus. Alors je voulus à nouveau regarder l'étranger, mais je m'aperçus que lui aussi avait disparu. Ma foi, c'est le cœur léger que je m'engageai dans le chemin qui effrayait tant Johann. Pourquoi? Il m'était vraiment impossible de le comprendre. Je crois que je marchais bien 2 heures sans m'apercevoir du temps qui s'écoulait ni de la distance que je parcourais. Et, assurément, sans rencontrer âme qui vive. L'endroit était complètement désert. Ceci, toutefois, je ne le remarquai que lorsque, à un tournant du chemin, j'arrivai à la lisière d'un bois dont la végétation était clairsemée. Alors seulement, je me rendis compte de l'impression qu'avait faite sur moi l'aspect désolé de cette partie du pays. Je m'assis pour me reposer, observant peu à peu toutes les choses autour de moi. Bientôt il me sembla qu'il faisait beaucoup plus froid qu'au début de ma promenade, et que j'entendais un bruit ressemblant à un long soupir entrecoupé de temps à autre d'une sorte de mugissement étouffé. Je levai les yeux, et je vis que 2 gros nuages, très hauts, passaient dans le ciel, chassés du nord vers le sud. Un orage allait éclater, c'était certain. Je me sentis frissonner, et je crus que j'étais resté trop longtemps assis après ces 2 heures de marche. Je repris donc ma promenade. Le paysage devenait réellement merveilleux. Non pas que l'œil fût attiré particulièrement par telle ou telle chose remarquable, mais de quelque côté que l'on se tournât, tout était d'une beauté enchanteresse. L'après-midi touchait à sa fin. Le crépuscule tombait déjà lorsque je commençai à me demander par quel chemin je retournerais vers Munich. L'éclatante lumière du jour éteinte, il faisait de plus en plus froid, et les nuages qui s'amoncelaient dans le ciel devenaient de plus en plus menaçants, accompagnés d'un grondement lointain duquel surgissait de temps à autre ce cri mystérieux que le cocher croyait reconnaître pour celui du loup. Un instant j'hésitai. Pourtant, je l'avais dit, je voulais voir ce village abandonné. Continuant à marcher, j'arrivai bientôt dans une vaste plaine entourée de collines aux flancs complètement boisés. Du regard, je suivis la sinueuse route de campagne. Elle disparaissait à un tournant derrière un épais bouquet d'arbres qui s'élevait au pied d'une des collines. J'étais encore à contempler ce tableau quand, soudain, un vent glacé souffla et la neige se mit à tomber. Je pensai aux 1000 et aux 1000 que j'avais parcourus dans cette campagne déserte, et j'allais m'abriter sous les arbres, en face de moi. Le ciel s'assombrissait de minute en minute, les flocons de neige tombaient plus serrés avec une rapidité vertigineuse, si bien qu'il ne fallut pas longtemps pour que la terre devant moi, autour de moi, devint un tapis d'une blancheur scintillante dont je ne distinguais pas l'extrémité perdue dans une sorte de brouillard.
je me remis en route. Mais le chemin était très mauvais. Ses côtés se confondaient ici avec les champs, là avec la lisière du bois, et la neige ne simplifiait pas les choses. Aussi ne fus-je pas long à m'apercevoir que je m'étais écarté du chemin, car mes pieds, sous la neige, s'enfonçaient de plus en plus dans l'herbe et, me semblait-il, dans une sorte de mousse. Le vent soufflait avec violence, le froid devenait piquant, et j'en souffrais véritablement en dépit de l'exercice que j'étais bien forcée de faire dans mes efforts pour avancer. Les tourbillons de neige m'empêchaient presque de garder les yeux ouverts. De temps en temps, un éclair déchirait les nues et l'espace d'1 ou 2 secondes, je voyais alors devant moi de grands arbres, surtout des ifs et des cyprès couverts de neige. À l'abri sous les arbres et entouré du silence de la plaine environnante, je n'entendais rien d'autre que le vent siffler au-dessus de ma tête. L'obscurité qu'avait créée l'orage fut engloutie par l'obscurité définitive de la nuit. Puis la tempête parut s'éloigner. Il n'y avait plus, par moments, que des rafales d'une violence extrême et, chaque fois, j'avais l'impression que ce cri mystérieux presque surnaturel du loup était répété par un écho multiple. Entre les énormes nuages noirs apparaissait parfois un rayon de lune qui éclairait tout le paysage. Je pus, de la sorte, me rendre compte que j'étais parvenue au bord de ce qui ressemblait vraiment à une forêt d'ifs et de cyprès. Comme la neige avait cessé de tomber, je quittai mon abri pour aller voir de plus près. Je me dis que, peut-être, je trouverais là une maison, fût-elle en ruine, qui me serait un refuge plus sûr. Longeant la lisière du bois, je m'aperçus que j'en étais séparée par un mur bas. Mais un peu plus loin, j'y trouvai une brèche. À cet endroit, la forêt de cyprès s'ouvrait en 2 rangées parallèles pour former une allée conduisant à une masse carrée qui devait être un bâtiment. Mais, au moment précis où je l'aperçus, des nuages voilèrent la lune, et c'est dans l'obscurité complète que je remontai l'allée. Je frissonnais de froid tout en marchant, mais un refuge m'attendait, et cet espoir guidait mes pas. En réalité, j'avançais tel un aveugle. Je m'arrêtai, étonné du silence soudain. L'orage était passé, et en sympathie eût-on dit avec le calme de la nature, mon cœur semblait cesser de battre. Cela ne dura qu'un instant, car la lune surgit à nouveau d'entre les nuages, et je vis que j'étais dans un cimetière et que le bâtiment carré, au bout de l'allée, était un grand tombeau de marbre, blanc comme la neige qui le recouvrait presque entièrement et recouvrait le cimetière tout entier. Le clair de lune amena un nouveau grondement de l'orage qui menaçait de recommencer et, en même temps, j'entendis les hurlements sourds mais prolongés de loups ou de chiens. Terriblement impressionné, je sentais le froid me transpercer peu à peu et, me semblait-il, jusqu'au cœur même. Alors, tandis que la lune éclairait encore le tombeau de marbre, l'orage, avec une violence accrue, parut revenir sur ses pas. Poussé par une sorte de fascination, j'approchai de ce mausolée qui se dressait là, seul, assez étrangement. Je le contournai et je lus, sur la porte de style dorique, cette inscription en allemand. Comtesse d'Ohlingen de Gratz, Styrie. Elle a cherché et trouvé la mort. 1801. Au-dessus du tombeau, apparemment fiché dans le marbre, le monument funéraire était composé de plusieurs blocs de marbre. On voyait un long pieu en fer. Revenu de l'autre côté, je déchiffrai ces mots, gravés en caractères russes. Les morts vont vite. Tout cela était si insolite et mystérieux que je fus près de m'évanouir. Je commençai à regretter de n'avoir pas suivi le conseil de Johann. Une idée effrayante me vint alors à l'esprit. C'était la nuit de Walpurgis, Walpurgis Night. Oui, la nuit de Walpurgis durant laquelle des milliers et des milliers de gens croient que le diable surgit parmi nous, que les morts sortent de leur tombe, et que tous les génies malins de la terre, de l'air et des eaux mènent une bacchanale. Je me trouvais au lieu même que le cocher avait voulu éviter à tout prix, dans ce village abandonné depuis des siècles. Ici, on avait enterré la suicidée et j'étais seule devant son tombeau, impuissant, tremblant de froid sous un linceul de neige,
un orage violent menaçant à nouveau. Il me fallut faire appel à tout mon courage, à toute ma raison, aux croyances religieuses dans lesquelles j'avais été élevée pour ne pas succomber à la terreur. Je fus pris bientôt dans une véritable tornade. Le sol tremblait comme sous le trot de centaines de chevaux et, cette fois, ce ne fut plus une tempête de neige mais une tempête de grêle qui s'abattit avec une telle force que les grêlons emportaient les feuilles, cassaient les branches si bien que, en un moment, les cyprès ne m'abritèrent plus du tout. Je m'étais précipitée sous un autre arbre, mais là non plus, je ne fus pas longtemps à l'abri et je cherchais un endroit qui pût m'être vraiment un refuge. La porte du tombeau qui, étant de style dorique, comportait une embrasure très profonde. Là, appuyée contre le bronze massif, j'étais quelque peu protégée des énormes grêlons, car ils ne m'atteignaient plus que par ricochet, après être d'abord tombés dans l'allée ou sur la dalle de marbre. Soudain, la porte céda, s'entr'ouvrit vers l'intérieur. Le refuge que m'offrait ce sépulcre me sembla une aubaine par cet orage impitoyable et j'allais y entrer lorsqu'un éclair fourchu illumina toute l'étendue du ciel. À l'instant même, aussi vrai que je suis vivant, je vis, ayant tourné les yeux vers l'obscurité du caveau, une femme très belle, aux joues rondes, aux lèvres vermeilles, étendue sur une civière et qui semblait dormir. Il y eut un coup de tonnerre et je fus saisie comme par la main d'un géant qui me rejeta dans la tempête. Tout cela s'était passé si rapidement qu'avant même que je pusse me rendre compte du choc, tant moral que physique, que j'avais reçu, je sentis à nouveau les grêlons s'abattre sur moi. Mais en même temps, j'avais l'impression étrange de n'être pas seule. Je regardais encore en direction du tombeau dont la porte était restée ouverte. Un autre éclair aveuglant parut venir frapper le pieu de fer qui surmontait le monument de marbre, puis se frayer un chemin jusqu'au creux de la terre tout en détruisant la majestueuse sépulture. La morte, en proie à d'affreuses souffrances, se souleva un moment. Les flammes l'entouraient de tous côtés, mais ses cris de douleur étaient étouffés par le bruit du tonnerre. Ce fut ce concert horrible que j'entendis en dernier lieu, car, à nouveau, la main géante me saisit et m'emporta à travers la grêle, tandis que le cercle des collines autour de moi répercutait les hurlements des loups. Le dernier spectacle dont je me souvienne est celui d'une foule mouvante et blanche, fort vague à vrai dire, comme si toutes les tombes s'étaient ouvertes pour laisser sortir les fantômes des morts qui se rapprochaient tous de moi à travers les tourbillons de grêle. Point, 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 point. Peu à peu, cependant, je repris connaissance, puis j'éprouvai une si grande fatigue qu'elle m'effraya. Il me fallut longtemps pour me souvenir de ce qui s'était passé. Mes pieds me faisaient terriblement souffrir, et je n'arrivais pas à les remuer. Ils étaient comme engourdis. Ma nuque me semblait glacée. Toute ma colonne vertébrale, et mes oreilles, de même que mes pieds, étaient à la fois engourdis et douloureux. Pourtant j'avais au cœur une impression de chaleur véritablement délicieuse comparée à toutes ces sensations. C'était un cauchemar physique si je puis me servir d'une telle expression, car je ne sais quel poids très lourd sur ma poitrine me rendait la respiration difficile. Je restai assez longtemps, je pense, dans cet état de demi-léthargie, et je n'en sortis que pour sombrer dans le sommeil, à moins que ce ne fût une sorte d'évanouissement. Puis je fus pris d'un haut-le-cœur, comme lorsqu'on commence à éprouver le mal de mer. En moi montait le besoin incoercible d'être délivré de quelque chose. Je ne savais de quoi. Tout autour de moi régnait un silence profond, comme si le monde entier dormait ou venait de mourir. Silence que rompait seulement le halètement d'un animal qui devait se trouver tout près de moi. Je sentis quelque chose de chaud qui m'écorchait la gorge. Et c'est alors que m'apparut l'horrible vérité. Un gros animal était couché sur moi, la gueule collée à ma gorge. Je n'osais pas remuer, sachant qu'une prudente immobilité pourrait seule me sauver. Mais la bête, de son côté, comprit sans doute qu'il s'était fait un changement en moi, car elle redressa la tête. À travers mes cils, je vis au-dessus de moi les deux grands yeux flamboyants d'un loup gigantesque. Ses dents blanches, longues et pointues, brillaient dans sa gueule rouge béante, et son souffle chaud et âcre m'arrivait jusque sous les narines. Une fois de plus,
Il se passa un bon moment dont je n'ai gardé aucun souvenir. Enfin, je perçus un grognement sourd et une sorte de jappement, ceci à plusieurs reprises. Puis, très loin, me sembla-t-il, j'entendis comme plusieurs voix crier ensemble « Hola, hola !» C'est des Espagnols. Avec précaution, je levai la tête pour regarder dans la direction d'où venaient ces cris. Mais le cimetière me bouchait la vue. Le loup continuait à japper d'étranges façons, et une lueur rouge se mit à contourner le bois de cyprès. Il me semblait qu'elle suivait les voix. Celle-ci se rapprochait cependant que le loup hurlait maintenant sans arrêt et de plus en plus fort. Plus que jamais, je craignais de faire le moindre mouvement, de laisser échapper ne fût-ce qu'un soupir. Et la lueur rouge se rapprochait, elle aussi, par-dessus le linceul blanc qui s'étendait tout autour de moi dans la nuit. Tout à coup surgit de derrière les arbres, au trot, un groupe de cavaliers portant des torches. Le loup, se levant aussitôt, quitta ma poitrine et s'enfonça dans le cimetière. Je vis un des cavaliers, c'étaient des soldats, je reconnaissais la tenue militaire, épauler sa carabine et viser. Un de ses compagnons le toucha du coude, et la balle siffla au-dessus de ma tête. Assurément, il avait pris mon corps pour celui du loup. Un autre soldat vit l'animal qui s'éloignait, et un deuxième coup de feu fut tiré. Puis tous les cavaliers partirent au galop, certains vers moi, les autres poursuivant le loup qui disparut sous les cyprès lourds de neige. Une fois qu'ils furent près de moi, je voulus enfin remuer bras et jambes, mais cela me fut impossible. J'étais sans force, encore que je ne perdisse rien de ce qui se passait, de ce qui se disait autour de moi. 2 ou 3 soldats mirent pied à terre et s'agenouillèrent pour m'examiner de près. L'un d'eux me souleva la tête, puis mit sa main sur mon cœur. « Tout va bien, mes amis » cria-t-il. Son cœur bat encore. On me versa un peu de brandy dans la gorge. Cela me fit revenir complètement à moi. Et j'ouvris enfin les yeux tout grands. Les lumières et les ombres jouaient dans les arbres. J'entendais les hommes s'interpeller. Leurs cris exprimaient l'épouvante. Et bientôt ceux qui étaient partis à la recherche du loup vinrent les rejoindre, excités tels des possédés. Ceux qui m'entouraient les questionnèrent avec angoisse. « Eh bien, l'avez-vous trouvé ?»« Non, non, » répondirent-ils précipitamment. Et l'on sentait qu'ils avaient encore peur. « Allons-nous-en, vite, vite. Quelle idée de s'attarder en un tel endroit, et précisément cette nuit. » « Qu'est-ce que c'était ?» demandèrent encore les autres, la voix de chacun trahissant l'émotion qui lui était propre. Les réponses furent assez différentes, et surtout me semblèrent fort indécises, comme si tous les hommes avaient d'abord voulu dire la même chose, mais que la même peur les eût empêchés d'aller jusqu'au bout de leurs pensées. C'était... oui, bredouilla l'un d'eux qui n'était pas remis du choc. Un loup, mais pas tout à fait un loup, dit un autre en frissonnant d'horreur. Il ne sert à rien de tirer sur lui si l'on n'a pas une balle bénite, fit remarquer un troisième qui parlait avec plus de calme. Bien nous a pris de sortir cette nuit, s'exclama un quatrième. Vraiment, nous aurons bien gagné nos 1000 marks. Il y avait du sang sur les éclats de marbre, dit un autre, mais ce n'est pas la foudre qui a pu l'y mettre. Et lui, n'est-il pas en danger? Regardez sa gorge. Voyez, mes amis, le loup s'est couché sur lui et lui a tenu le sang chaud. L'officier, après s'être penché vers moi, déclara « Rien de grave, la peau n'est même pas entamée. Que signifie donc tout ceci? Car nous ne l'aurions jamais trouvé sans les cris du loup. » « Mais cette bête, où est-elle passée ?» demanda le soldat qui me soutenait la tête et qui, de tous, paraissait être celui qui avait le mieux gardé son sang-froid. « Elle est retournée chez elle, » répondit son camarade. Son visage était livide, et il tremblait de peur en regardant autour de lui. « Y a-t-il pas assez de tombes ici où elle puisse se réfugier? Allons, mes amis, vite, quittons cet endroit maudit. » Le soldat me fit asseoir, cependant que l'officier donnait un ordre. Plusieurs hommes vinrent me prendre et me placèrent sur un cheval. L'officier lui-même sauta en selle derrière moi, passa ses bras autour de ma taille et, à nouveau, donna un ordre, celui du départ. Laissant derrière nous les cyprès, nous partîmes au galop dans un alignement tout militaire,
Comme je n'avais pas encore recouvré l'usage de la parole, il me fut impossible de rien raconter de mon invraisemblable aventure. Et sans doute tombai-je endormie, car la seule chose dont je me souvienne à partir de ce moment, c'est de m'être retrouvée debout, soutenue de chaque côté par un soldat. Il faisait jour et, vers le nord, se reflétait sur la neige un long rayon de soleil, semblable à un sentier de sang. L'officier recommandait à ses hommes de ne pas parler de ce qu'ils avaient vu. Il dirait seulement qu'ils avaient trouvé un Anglais que gardait un grand chien. « Un grand chien? Mais ce n'était pas un chien !» s'écria le soldat qui tout le temps avait montré une telle épouvante. « Quand je vois un loup, je sais sans doute le reconnaître d'un chien. » Le jeune officier reprit avec calme. « J'ai dit un chien. »« Un chien », répéta l'autre d'un air moqueur. De toute évidence, le soleil levant lui rendait du courage, et me montrant du doigt, il ajouta « Regardez sa gorge. Vous me direz que c'est un chien qui a fait ça ?» Instinctivement, je portai la main à ma gorge et aussitôt je criai de douleur. Tous m'entourèrent. Certains, restés en selle, se penchaient pour mieux voir. Et, de nouveau, s'éleva la voix calme du jeune officier. « Un chien, ai-je dit. Si nous racontions autre chose, on se moquerait de nous. » Un soldat me reprit en selle avec lui, et nous poursuivîmes notre route jusque dans les faubourgs de Munich. Là, nous rencontrâmes une charrette dans laquelle on me fit monter, et qui me ramena à l'hôtel des 4 saisons. Le jeune officier m'accompagnait, un de ses hommes gardant son cheval tandis que les autres regagnaient la caserne. Erdelbruck mit une telle hâte à venir nous accueillir que nous comprîmes tout de suite qu'il nous avait attendus avec impatience. Me prenant les 2 mains, il ne les lâcha pas avant que je ne fusse entrée dans le corridor. L'officier me salua, et il allait se retirer quand je le priai de n'en rien faire. J'insistai au contraire pour qu'il montât dans ma chambre avec nous. Je lui fis servir un verre de vin, et lui dis combien je lui étais reconnaissant, ainsi qu'à ces hommes si courageux, de m'avoir sauvé la vie. Il me répondit simplement qu'il en était lui-même trop heureux, que c'était Erdelbruck qui, le premier, avait pris les mesures nécessaires et que ses recherches, en définitive, n'avaient pas été désagréables du tout. En entendant cette déclaration ambiguë, le patron de l'hôtel sourit cependant que l'officier nous priait de lui permettre de nous quitter. L'heure le rappelait à la caserne. « Mais, Erdelbruck, demandai-je alors, comment se fait-il que ces soldats soient venus à ma recherche? Et pourquoi ?» Il haussa les épaules, comme s'il attachait peu d'importance à sa propre démarche, et me répondit « Le commandant du régiment dans lequel j'ai servi m'a permis de faire appel à des volontaires. » « Mais comment saviez-vous que je m'étais égarée? » Le cocher est revenu ici avec ce qui restait de sa voiture. Elle avait été presque complètement démolie quand les chevaux s'étaient emballés. Pourtant, ce n'est certes pas à cause de cela seulement que vous avez envoyé des soldats à ma recherche. Oh, non. Regardez, avant même que le cocher ne soit revenu, j'avais reçu ce télégramme du boyard dont vous allez être l'hôte. Et il tira de sa poche un télégramme qu'il me tendit. Je lus « Bistritz. Veillez attentivement sur celui qui sera mon hôte. Sa sûreté est pour moi très précieuse. S'il lui arrivait quelque chose de fâcheux ou s'il disparaissait, faites tout ce que vous pouvez pour le retrouver et lui sauver la vie. C'est un Anglais, donc il aime l'aventure. La neige, la nuit et les loups peuvent être pour lui autant de dangers. Ne perdez pas un instant si vous avez quelque inquiétude à son sujet. Ma fortune me permettra de récompenser votre zèle. Dracula. » Je tenais encore cette dépêche en main quand j'eus l'impression que la chambre tournait autour de moi. Et si le patron de l'hôtel ne m'avait pas soutenue, je crois que je serais tombée. Tout cela était si étrange, si mystérieux, si incroyable que j'avais peu à peu le sentiment d'être le jouet et l'enjeu de puissances contraires. Et cette seule et vague idée, en quelque sorte, me paralysait. Certes, je me trouvais sous une protection mystérieuse. Presque à la minute opportune, un message venu d'un pays lointain m'avait préservé du danger de m'endormir sous la neige et m'avait tiré de la gueule du loup. Chapitre 1. Journal de Jonathan Harker,
Sténographie. Bistritz, 3 mai. Quitté Munich à 8 heures du soir, le 1er mai. Arrivé à Vienne de bonne heure le lendemain matin. Nous aurions dû y être à 6h46, mais le train avait 1 heure de retard. À en juger d'après ce que j'en ai pu apercevoir du wagon et d'après les quelques rues où je me suis promenée, une fois débarqué, Budapest est une très belle ville. Mais je craignais de trop m'éloigner de la gare. Malgré ce retard, nous devions repartir comme prévu. J'eus l'impression très nette de quitter l'Occident pour entrer dans le monde oriental. Après avoir franchi les magnifiques ponts du Danube, ces modèles d'architecture occidentale, le Danube ici est particulièrement large et profond, on pénètre immédiatement dans une région où prévalent les coutumes turques. Ayant quitté Budapest sans trop de retard, nous arrivâmes le soir à Klausenburg. Je m'y arrêtai pour passer la nuit à l'hôtel royal. On me servit au dîner, ou plutôt au souper, un poulet au poivre rouge. Délicieux, mais cela vous donne une soif. J'en ai demandé la recette à l'intention de Mina. Le garçon m'a appris que cela s'appelait du paprika Endel, que c'était un plat national, et donc que j'en trouverais partout dans les Carpates. Ma légère connaissance de l'allemand me fut fort utile en cette occasion. Sans cela, vraiment, j'ignore comment je m'en serais tirée. À Londres, quelques moments de loisirs m'avaient permis d'aller au British Museum, et à la bibliothèque, j'avais consulté des cartes de géographie et des livres traitant de la Transylvanie. Il me paraissait intéressant de connaître certaines choses du pays puisque j'aurais affaire à un gentilhomme de là-bas. Je m'en rendis compte. La région dont il parlait dans ses lettres était située à l'est du pays, à la frontière des 3 États, Transylvanie, Moldavie, Bucovine, dans les Carpates. Une des parties de l'Europe les moins connues et les plus sauvages. Mais aucun livre, aucune carte ne put me renseigner sur l'endroit exact où se trouvait le château du comte Dracula, car il n'existe aucune carte détaillée de ce pays. Mes recherches m'apprirent toutefois que Bistritz, où me disait le comte Dracula je devrais prendre la diligence, était une vieille petite ville, très connue. Je noterai là mes principales impressions. Cela me rafraîchira la mémoire quand je parlerai de mes voyages à Mina. 4 races se sont implantées en Transylvanie. Au sud, les Saxons, auxquels se sont mêlés des Valaques, qui eux-mêmes descendent des Daces. À l'ouest, les Magyars. À l'est et au nord, enfin, les Seclers. C'est parmi ceux-ci que je dois séjourner. Ils prétendent descendre d'Attila et des Huns. Peut-être est-ce vrai, car lorsque les Magyars conquirent le pays au XIe siècle, ils y trouvèrent les Huns déjà établis. Il paraît que toutes les superstitions du monde se retrouvent dans les Carpates, et il ne manque pas de faire bouillonner l'imagination populaire. S'il en est ainsi, mon séjour pourra être des plus intéressants. Je ne manquerai pas d'interroger le comte au sujet de ses nombreuses superstitions. Je dormis mal. Non que mon lit ne fût pas confortable, mais je fis toutes sortes de rêves étranges. Un chien ne cessa, durant toute la nuit, de hurler sous ma fenêtre. Est-ce la cause de mon insomnie, ou fût-ce le paprika? Car j'eus beau boire toute l'eau de ma carafe, la soif me desséchait toujours la gorge. Vers le matin, enfin, je me suis sans doute profondément endormie car je me suis réveillée en entendant frapper à ma porte, et il me sembla qu'on devait frapper depuis longtemps. Au petit déjeuner, j'eus à nouveau du paprika, ainsi qu'une espèce de porridge fait de farine de maïs qu'on appelle mamaliga et d'aubergines farcies, plat excellent qui porte le nom de impletata. J'en ai noté également la recette pour Mina. Je déjeunai en hâte, car le train partait quelques minutes avant 8 heures. Ou plus exactement, il aurait dû partir quelques minutes avant 8 heures, mais lorsque, après une véritable course, j'arrivai à la gare à 7h30, j'attendis plus d'1 heure dans le compartiment où je m'étais installée, avant que le train ne démarrât. Il me semble que, plus on va vers l'est, plus les trains ont du retard. Qu'est-ce que cela doit être en Chine? Nous roulâmes toute la journée à travers un fort beau pays, d'aspect varié. Tantôt nous apercevions soit des petites villes, soit des châteaux juchés au sommet de collines escarpées, comme on en voit représentés dans les anciens missels. Tantôt nous longions des cours d'eau plus ou moins importants, mais qui tous, à en juger par les larges parapets de pierre qui les bordent, sont sans doute sujets à de fortes crues.
À chaque gare où nous nous arrêtions, les quais fourmillaient de gens vêtus de costumes de toutes sortes. Les uns ressemblaient tout simplement à des paysans comme on en voit chez nous ou en France ou en Allemagne. Ils portaient des vestes courtes sur des pantalons de coupe assez grossières et des chapeaux ronds. Mais d'autres groupes étaient des plus pittoresques. Les femmes paraissaient jolies pour autant que vous ne les voyiez pas de trop près. Mais la plupart étaient si fortes qu'elles n'avaient pour ainsi dire pas de taille. Toutes portaient de volumineuses manches blanches et de larges ceintures garnies de bandes de tissu d'autres couleurs, et qui flottaient tout autour d'elles, au-dessus de leurs jupes. Les Slovaques étaient bien les plus étranges de tous, avec leurs grands chapeaux de cow-boy, leurs pantalons bouffants d'un blanc sale, leurs chemises de lin blanc et leurs lourdes ceintures de cuir, hautes de près d'1 pied et cloutées de cuivre. Ils étaient chaussés de hautes bottes dans lesquelles ils rentraient le bas de leurs pantalons. Leurs longs cheveux noirs et leurs épaisses moustaches noires ajoutaient encore à leur aspect pittoresque, mais sans leur donner en vérité un air très agréable. Si j'avais voyagé en diligence, je les aurais pris aisément pour des brigands, bien que, m'a-t-on dit, ils ne fassent jamais de mal à personne. Au contraire, ils sont plutôt pusillanimes. Il faisait déjà nuit lorsque nous arrivâmes à Bistritz qui, je l'ai dit, est une vieille ville au passé intéressant. Située presque à la frontière, en effet en quittant Bistritz il suffit de franchir le col de Borgo pour arriver en Bucovine, elle a connu des périodes orageuses dont elle porte encore les marques. Il y a 50 ans, de grands incendies la ravagèrent coup sur coup. Au début du XVIIe siècle, elle avait soutenu un siège de 3 semaines, perdu 13 000 de ses habitants sans parler de ceux qui tombèrent victimes de la famine et de la maladie. Le comte Dracula m'avait indiqué l'hôtel de la Couronne d'Or. Je fus ravie de voir que c'était une très vieille maison car, naturellement, je souhaitais connaître autant que possible les coutumes du pays. De toute évidence, on m'attendait. Lorsque j'arrivai devant la porte, je me trouvai en face d'une femme d'un certain âge, au visage plaisant, habillée comme les paysannes de l'endroit d'une blouse blanche et d'un long tablier de couleur qui enveloppait et moulait le corps. Elle s'inclina et me demanda aussitôt « Vous êtes le monsieur anglais ?» « Oui, » répondis-je, « Jonathan Harker. » Elle sourit et dit quelque chose à un homme en manche de chemise qui l'avait suivi. Il disparut, mais revint aussitôt et me tendit une lettre. Voici ce que je lus. Mon ami, soyez le bienvenu dans les Carpates. Je vous attends avec impatience. Dormez bien cette nuit. La diligence part pour la Bucovine demain après-midi à 3 heures. Votre place est retenue. Ma voiture vous attendra au col de Borgo pour vous amener jusqu'ici. J'espère que, depuis Londres, votre voyage s'est bien passé et que vous vous féliciterez de votre séjour dans mon beau pays. Très amicalement, Dracula. 4 mai. Le propriétaire de l'hôtel avait, lui aussi, reçu une lettre du comte, lui demandant de me réserver la meilleure place de la diligence. Mais lorsque je voulus lui poser certaines questions, il se montra réticent et prétendit ne pas bien entendre l'allemand que je parlais. Un mensonge, assurément, puisque jusque-là il l'avait parfaitement compris, à en juger en tout cas par la conversation que nous avions eue lors de mon arrivée chez lui. Lui et sa femme échangèrent des regards inquiets, puis il me répondit en bafouillant que l'argent pour la diligence avait été envoyé dans une lettre, et qu'il ne savait rien de plus. Quand je lui demandai s'il connaissait le comte Dracula, et s'il pouvait me donner certains renseignements au sujet du château, tous les deux se signèrent, déclarèrent qu'ils en ignoraient tout et me firent comprendre qu'ils n'en diraient pas davantage. Comme l'heure du départ approchait, je n'eus pas le temps d'interroger d'autres personnes. Mais tout cela m'apparut fort mystérieux et peu encourageant. Au moment où j'allais partir, la patronne monta à ma chambre et me demanda sur un ton affolé « Devez-vous vraiment y aller ? Oh, mon jeune monsieur, devez-vous vraiment y aller ?» Elle était à ce point bouleversée qu'elle avait de la peine à retrouver le peu d'allemand qu'elle savait et le mêler à des mots qui m'étaient totalement étrangers. Quand je lui répondis que je devais partir tout de suite et que j'avais à traiter une affaire importante, elle me demanda encore « Savez-vous quel jour nous sommes ?» Je répondis que nous étions le 4 mai. « Oui, » dit-elle en hochant la tête. « Le 4 mai, bien sûr. Mais quel jour est-ce » Comme je lui disais que je ne saisissais pas sa question, elle reprit. «
c'est la veille de la Saint-Georges. Ignorez-vous que cette nuit, aux 12 coups de minuit, tous les maléfices régneront en maître sur la terre. Ignorez-vous où vous allez et au-devant de quoi vous allez. » Elle paraissait si épouvantée que je tentai, mais en vain, de la réconforter. Finalement, elle s'agenouilla et me supplia de ne pas partir, ou du moins d'attendre un jour ou deux. Chose sans doute ridicule, je me sentais mal à mon aise. Cependant, on m'attendait au château. Rien ne m'empêcherait d'y aller. J'essayai de la relever et lui dis sur un ton fort grave que je la remerciais, mais que je devais absolument partir. Elle se releva, s'essuya les yeux, puis, prenant le crucifix suspendu à son cou, elle me le tendit. Je ne savais que faire car, élevée dans la religion anglicane, j'avais appris à considérer de telles habitudes comme relevant de l'idolâtrie. Et pourtant j'aurais fait preuve, me semblait-il, d'impolitesse en repoussant ainsi l'offre d'une dame âgée, qui ne me voulait que du bien et qui vivait, à cause de moi, des moments de véritable angoisse. Elle lut sans doute sur mon visage l'indécision où je me trouvais. Elle me passa le chapelet autour du cou en me disant simplement « Pour l'amour de votre mère ». Puis elle sortit de la chambre. J'écris ces pages de mon journal en attendant la diligence qui, naturellement, est en retard. Et la petite croix pend encore à mon cou. Est-ce la peur qui agitait la vieille dame, ou les effrayantes superstitions du pays, ou cette croix elle-même? Je ne sais. Mais le fait est que je me sens moins calme que d'habitude. Si jamais ce journal parvient à Mina avant que je ne la revoie moi-même, elle y trouvera du moins mes adieux. Voici la diligence. 5 mai au château. La pâleur grise du matin s'est dissipée peu à peu. Le soleil est déjà haut sur l'horizon qui apparaît comme découpé par des arbres ou des collines, sans que je puisse le préciser car il est si lointain que toutes choses, grandes et petites, s'y confondent. Je n'ai plus envie de dormir, et puisqu'il me sera loisible demain de me lever quand je le voudrai, je vais écrire jusqu'à ce que je me rendorme. Car j'ai beaucoup de choses étranges à écrire, et pour que le lecteur ne croie point que j'ai fait un trop bon repas avant de quitter Bistritz, qu'il me permette de lui donner exactement le menu. On me servit ce qu'on appelle ici un steak de brigand, quelques morceaux de lard accompagnés d'oignons, de bœuf et de paprika, le tout enroulé sur des petits bâtons et rôti au-dessus de la flamme. Tout simplement comme à Londres, nous faisons des abats de viande de boucherie. Je bus du médiasque doré, vin qui vous pique légèrement la langue, mais ma foi, ce n'est pas désagréable du tout. J'en pris seulement 2 verres. Lorsque je montai dans la diligence, le conducteur n'était pas encore sur son siège, mais je le vis qui s'entretenait avec la patronne de l'hôtel. Sans aucun doute, il parlait de moi car de temps à autre il tournait la tête de mon côté. Des gens assis sur le banc près de la porte de l'hôtel se levèrent, s'approchèrent d'eux écoutant ce qu'ils disaient, puis, à leur tour, me regardèrent avec une visible pitié. Pour moi, j'entendais souvent les mêmes mots qui revenaient sur leurs lèvres, des mots que je ne comprenais pas. D'ailleurs, ils parlaient plusieurs langues. Aussi, ouvrant tout tranquillement mon sac de voyage, j'y pris mon dictionnaire polyglotte et cherchai la signification de tous ces mots étranges. J'avoue qu'il n'y avait pas là de quoi me rendre courage car je m'aperçus par exemple que Ordog signifie Satan, Pokol enfer, Sregoïtka sorcière, Vrolok et Vkosklak quelque chose comme vampire ou loup-garou en 2 dialectes différents. Quand la diligence se mit en route, les gens qui, devant l'hôtel, s'étaient rassemblés de plus en plus nombreux, firent tous ensemble le signe de croix, puis dirigèrent vers moi l'index et le majeur. Non sans quelque difficulté, je parvins à me faire expliquer par un de mes compagnons de voyage ce que ces gestes signifiaient. Il voulait me défendre ainsi contre le mauvais œil. Nouvelle plutôt désagréable pour moi qui partais vers l'inconnu. Mais, d'autre part, tous ces hommes et toutes ces femmes paraissaient me témoigner tant de sympathie, partager le malheur où ils me voyaient déjà, que j'en fus profondément touchée. Je n'oublierai jamais les dernières images que j'emportai de cette foule bigarrée rassemblée dans la cour de l'hôtel, cependant que chacun se signait sous la large porte cintrée, à travers laquelle je voyais,
Au milieu de la cour, les feuillages des lauriers roses et des orangers plantés dans des caisses peintes en vert. Le cocher, dont les larges pantalons cachaient presque le siège tout entier, le siège, cela se dit Gotza, fit claquer son fouet au-dessus de ses 4 chevaux attelés de front, et nous partîmes. La beauté du paysage me fit bientôt oublier mes angoisses. Mais je ne pense pas que j'aurais pu m'en débarrasser aussi aisément si j'avais saisi tous les propos de mes compagnons. Devant nous s'étendaient des bois et des forêts avec, çà et là, des collines escarpées au sommet desquelles apparaissait un bouquet d'arbres ou quelques fermes dont le pignon blanc surplombait la route. Partout, les arbres fruitiers étaient en fleurs, véritable éblouissement de pommiers, de pruniers, de poiriers, de cerisiers, et l'herbe des vergers que nous longions scintillait de pétales tombés. Contournant ou montant les collines, la route se perdait dans les méandres d'herbes vertes, ou se trouvait comme enfermée entre 2 lisières de bois de pin. Cette route était des plus mauvaises, et pourtant nous roulions à toute vitesse, ce qui m'étonnait beaucoup. Sans doute le conducteur voulait-il arriver à Borgoprin, sans perdre de temps. On m'apprit que la route en été était excellente, mais qu'elle n'avait pas encore été remise en état après les chutes de neige de l'hiver précédent. À cet égard, elle différait des autres routes des Carpates. De tout temps, en effet, on a eu soin de ne pas les entretenir, de peur que les Turcs ne s'imaginent qu'on prépare une invasion et qu'ils ne déclarent aussitôt la guerre qui, à vrai dire, est toujours sur le point d'éclater. Au-delà de ces collines s'élevaient d'autres forêts et les grands pics des Carpates même. Nous les voyions à notre droite et à notre gauche, le soleil d'après-midi illuminant leur ton déjà splendide, bleu foncé et pourpre dans le creux des hauts rochers, vert et brun là où l'herbe recouvrait légèrement la pierre. Puis c'était une perspective sans fin de rocs découpés et pointus qui se perdaient dans le lointain, où surgissaient des sommets neigeux. Quand le soleil commença à décliner, nous vîmes ici et là, dans les anfractuosités des rochers, étinceler une chute d'eau. Nous venions de contourner le flanc d'une colline et j'avais l'impression de me trouver juste au pied d'un pic couvert de neige, lorsqu'un de mes compagnons de voyage me toucha le bras et me dit, en se signant avec ferveur, « Regardez, Istunsek, le trône de Dieu. » Nous continuâmes notre voyage qui me paraissait ne jamais devoir finir. Le soleil, derrière nous, descendait de plus en plus sur l'horizon, et les ombres du soir peu à peu nous entourèrent. Cette sensation d'obscurité était d'autant plus nette que tout en haut, les sommets neigeux retenaient encore la clarté du soleil et brillaient d'une délicate lumière rose. De temps à autre, nous dépassions des Tchèques et des Slovaques, vêtus de leurs fameux costumes nationaux, et je fis une pénible remarque. La plupart étaient goitreux. Des croix s'élevaient au bord de la route et, chaque fois que nous passions devant l'une d'elles, tous les occupants de la diligence se signaient. Nous vîmes aussi des paysans ou des paysannes à genoux devant des chapelles. Ils ne tournaient même pas la tête en entendant approcher la voiture. Ils étaient tout à leur dévotion et n'avaient plus, eût-on dit, ni yeux ni oreilles pour le monde extérieur. Presque tout était nouveau pour moi. Les meules de foin dressées jusque dans les arbres, les nombreux saules pleureurs avec leurs branches qui brillaient comme de l'argent à travers le vert délicat des feuilles. Parfois nous rencontrions une charrette de paysans, longue et sinueuse comme un serpent, sans doute pour épouser les accidents de la route. Des hommes s'y étaient installés qui rentraient chez eux. Les Tchèques étaient couverts de peaux de mouton blanches, les Slovaques de peaux de mouton teintes, ces derniers portant de longues haches comme si c'eût été des lances. La nuit s'annonçait froide, et l'obscurité semblait plongée dans une brume épaisse chêne, hêtre et sapin, tandis que, dans la vallée au-dessous de nous qui maintenant montions vers le col de Borgo, les sapins noirs se détachaient sur un fond de neige récemment tombé. Parfois, quand la route traversait une sapinière qui semblait se refermer sur nous, de gros paquets de brouillard nous cachaient même les arbres, et c'était pour l'imagination quelque chose d'effrayant. Je me laissais de nouveau gagner par l'épouvante que j'avais déjà éprouvée à la fin de l'après-midi. Dans les Carpates, le soleil couchant donne aisément des formes fantastiques aux nuages qui roulent au creux des vallées. Les collines étaient parfois si escarpées que, malgré la hâte qui animait notre conducteur,
Les chevaux étaient obligés de ralentir le pas. Je manifestai le désir de descendre et de marcher à côté de la voiture, comme en pareil cas c'est la coutume dans notre pays, mais le cocher s'y opposa fermement. « Non, non, me dit-il. Ici, il ne faut pas faire à pied même un bout de la route. Les chiens sont bien trop dangereux. » Et il ajouta ce qu'il considérait évidemment comme une sombre plaisanterie, car il consulta du regard tous les voyageurs l'un après l'autre, pour s'assurer sans doute de leur sourire approbateur. « Croyez-moi, vous en aurez eu suffisamment de tout ceci quand vous irez au lit ce soir. » Il ne s'arrêta que lorsqu'il fallut allumer ses lampes. Alors les voyageurs devinrent fort excités. Chacun ne cessait de lui adresser la parole, le pressant, à ce que je pus comprendre, de rouler plus vite. Il se mit à faire claquer son fouet sans pitié sur le dos des chevaux et, à l'aide de cris et d'appels, les encouragea à monter la côte plus rapidement. À un moment, je crus distinguer dans l'obscurité une pâle lueur devant nous, mais ce n'était sans doute rien d'autre qu'une crevasse dans les rochers. Cependant, mes compagnons se montraient de plus en plus agités. La diligence roulait follement. Ses ressorts grinçaient et elle penchait d'un côté puis de l'autre, comme une barque sur une mer démontée. Je dus me retenir à la paroi. Cependant, la route se fit bientôt plus régulière, et j'eus alors l'impression que nous volions bel et bien. Elle devenait aussi plus étroite. Les montagnes, d'un côté et de l'autre, se rapprochaient et semblaient, à vrai dire, nous menacer. Nous traversions le col de Borgo. Tour à tour, mes compagnons de voyage me firent des présents, gousses d'ail, roses sauvages séchées, et je vis parfaitement qu'il n'était pas question de les refuser. Certes, ces cadeaux étaient tous plus bizarres les uns que les autres, mais ils me les offrirent avec une simplicité vraiment touchante, en répétant ces gestes mystérieux qu'avaient fait les gens rassemblés devant l'hôtel de Bistritz, le signe de la croix et les 2 doigts tendus pour me protéger contre le mauvais œil. Le conducteur se pencha en avant. Sur les 2 bancs de la diligence, les occupants tendaient le cou pour examiner le rebord extérieur. De toute évidence, ils s'attendaient à voir surgir quelque chose dans la nuit. Je leur demandai de quoi il s'agissait, mais aucun ne voulut me donner la moindre explication. Cette vive curiosité persista un bon moment. Enfin, nous parvînmes sur le versant est du col. Des nuages noirs s'amoncelaient. Le temps était lourd comme si un orage allait éclater. On eût dit que, des 2 côtés de la montagne, l'atmosphère était différente et que nous étions maintenant dans une région dangereuse. Pour moi, je cherchais des yeux la voiture qui devait me conduire chez le comte. Je m'attendais d'un moment à l'autre à apercevoir ces lumières, mais la nuit demeurait d'un noir d'encre. Seuls les rayons de nos lampes cahotantes projetaient des lueurs dans lesquelles s'élevait la laine fumante des chevaux. Elles nous permettaient de distinguer la route blanche devant nous, mais nulle trace d'autre voiture que la nôtre. Mes compagnons, avec un soupir de soulagement, reprirent une position plus confortable. Je le ressentis comme une raillerie. Ils se moquaient de mon propre désappointement. Je réfléchissais à ce que j'allais faire en cette situation embarrassante, quand le conducteur consulta sa montre et dit aux autres voyageurs quelques mots qu'il me fut impossible de saisir. Mais j'en devinai la signification. 1 heure de retard. Puis, se tournant vers moi, il me conseilla dans un allemand encore plus mauvais que le mien. « Aucune voiture en vue. C'est que l'on n'attend pas, monsieur. Continuez le voyage avec nous jusqu'en Bicovine et vous viendrez ici demain ou après. Après-demain, cela vaudra mieux. » Tandis qu'il parlait, les chevaux se mirent à hennir et à ruer, et l'homme les maîtrisa à grand-peine. Puis, tandis que tous mes voisins poussaient des cris d'effroi et se signaient, une calèche attelée de 4 chevaux arriva derrière nous, nous dépassa presque, mais s'arrêta à côté de la diligence. À la lueur de nos lampes, je vis que les chevaux étaient splendides, d'un noir de charbon. Celui qui les conduisait était un homme de haute taille, doté d'une longue barbe brune et coiffé d'un large chapeau noir qui nous cachait son visage. Au moment même où il s'adressait à notre conducteur, je distinguai pourtant ses yeux, si brillants que, dans la clarté des lampes, ils semblaient rouges. « Vous êtes bien tôt ce soir, mon ami, » lui dit-il. L'autre répondit sur un ton mal assuré. « Mais ce monsieur qui est anglais était pressé. » « Voilà pourquoi, je suppose,
répliqua le nouveau venu. Vous vouliez l'emmener jusqu'en Bucovine. Non, mon ami, impossible de me tromper. J'en sais trop, et mes chevaux sont rapides. Il souriait en parlant, mais l'expression de son visage était dure. Il était maintenant tout près de la voiture. On voyait ses lèvres très rouges, ses dents pointues, blanches comme de l'ivoire. Un voyageur murmura à l'oreille de son voisin le vers fameux de Lénore de Burger. Den Deiten reiten schnell, car les morts vont vite. Le cocher de la calèche l'entendit certainement, car il regarda le voyageur avec, de nouveau, un étrange sourire. L'autre détourna la tête tout en se signant et en tendant deux doigts. « On me donne les bagages de monsieur », reprit le cocher. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, mes valises passèrent de la diligence dans la calèche. Puis, je descendis moi-même de la diligence et, comme l'autre voiture se trouvait tout à côté, le cocher m'aida en me prenant le bras d'une main qui me sembla d'acier. Cet homme devait être d'une force prodigieuse. Sans un mot, il tira sur les rênes. Les chevaux firent demi-tour, et nous roulâmes à nouveau et à toute vitesse dans le col de Borgo. En regardant derrière moi, je vis encore, à la lueur des lampes de la diligence, mais les naseaux des chevaux, et se dessinèrent une dernière fois à mes yeux les silhouettes de ceux qui, jusque-là, avaient été mes compagnons de voyage. Ils se signaient. Alors le conducteur fit claquer son fouet et les chevaux prirent la route de Bucovine. Comme ils s'enfonçaient dans la nuit noire, je frissonnai et me sentis en même temps affreusement seule, mais aussitôt un manteau fut jeté sur mes épaules, une couverture de voyage fut étendue sur mes genoux, et le cocher me dit en un excellent allemand « Mauvais temps, mein Herr, et le comte, mon maître, m'a recommandé de veiller à ce que vous ne preniez pas froid. Le flacon de Slivovitz, l'eau de vie de la région, est là, sous le siège, si vous en avez besoin. » Je n'en pris pas une goutte, mais ce m'était déjà un réconfort de savoir qu'il y en avait dans la voiture. Mon inquiétude, cependant, était loin de se calmer. Au contraire, je crois que si j'en avais eu la possibilité, j'aurais interrompu ce voyage de plus en plus mystérieux. La calèche, elle roulait de plus en plus vite, tout droit. Soudain, elle tourna brusquement, prit une autre route, de nouveau toute droite. Il me semblait que nous passions et repassions toujours au même endroit. Aussi y appliquai-je mon attention, essayant de retrouver tel ou tel point de repère, et je m'aperçus que je ne m'étais pas trompée. J'aurais voulu demander au cocher ce que cela signifiait. Toutefois, je préférais me taire, me disant que, dans la situation où j'étais, j'aurais beau protester s'il avait reçu l'ordre de traîner en route. Bientôt, cependant, j'eus envie de savoir l'heure et je fis craquer une allumette afin de consulter ma montre. Il était près de minuit. Je tressaillis d'horreur. Sans doute les superstitions à propos de tout ce qui se passe à minuit m'impressionnaient-elles davantage après les événements insolites que je venais de vivre. Qu'allait-il arriver maintenant? Un chien se mit à hurler au bas de la route, sans doute dans une cour de ferme. On eût dit un hurlement de peur, qui se prolongeait. Il fut repris par un autre chien, puis un autre, et encore un autre, jusqu'à ce que, porté par le vent qui maintenant gémissait à travers le col, ces cris sauvages et sinistres parussent venir de tous les coins du pays. Ils montaient dans la nuit, d'aussi loin que l'imagination pouvait le concevoir. Aussitôt les chevaux se cabrèrent, mais le cocher les rassura en leur parlant doucement. Ils se calmèrent, mais ils tremblaient et suaient comme s'ils avaient fait une longue course au galop. Ce fut alors que des montagnes les plus éloignées nous entendîmes des hurlements plus impressionnants encore, plus aigus et plus forts en même temps. Des loups. Je fus sur le point de sauter de la calèche et de m'enfuir, tandis que les chevaux se cabraient et ruaient à nouveau. Le cocher n'eut pas trop de toute sa force pour les empêcher de s'emballer. Mes oreilles, pourtant, s'accoutumèrent bientôt à ces cris, et les chevaux laissèrent le cocher descendre de la voiture et venir se placer devant eux. Il les caressa, les tranquillisa, leur murmura toutes sortes de mots gentils, et l'effet fut extraordinaire. Aussitôt, quoique ne cessant pas de trembler,
Ils obéirent au cocher qui remonta sur son siège, reprit les rênes et repartit à toute allure. Cette fois, parvenu de l'autre côté du col, il changea de direction et prit une route étroite qui s'enfonçait vers la droite. Bientôt nous fûmes entre deux rangées d'arbres qui, à certains endroits, formaient réellement une voûte au-dessus du chemin, si bien que nous avions l'impression de traverser un tunnel. Et de nouveau, de part et d'autre, de grands rochers nous gardaient sans rien perdre cependant de leur air menaçant. Abrités de la sorte, nous entendions toutefois le vent siffler et gémir entre ces rochers, et les branches des arbres s'agitaient violemment. Il faisait pourtant de plus en plus froid. Une neige très fine commençait à tomber. Il ne fallut pas bien longtemps pour que tout fût blanc autour de nous. Le vent nous apportait encore des hurlements de chiens, encore qu'ils nous parvinssent de plus en plus faibles à mesure que nous nous éloignions. Mais à entendre les loups, on eût dit au contraire que se rapprochaient sans cesse, qu'ils finiraient par nous entourer complètement. J'en étais, je l'avoue, fort effrayée, et je voyais que l'inquiétude recommençait à s'emparer des chevaux également. Le cocher cependant restait parfaitement calme, regardant à gauche puis à droite comme si de rien n'était. J'avais beau essayer de distinguer quelque chose dans l'obscurité, je n'y parvenais pas. Tout à coup, assez loin sur notre gauche, j'aperçus une petite flamme bleue qui vacillait. Le cocher dut la voir en même temps que moi car, aussitôt il arrêta les chevaux, sauta à terre et disparut dans la nuit. Je me demandais ce que j'allais faire. Les loups hurlaient de plus en plus près de la voiture. J'hésitais encore quand le cocher réapparut soudain et, sans dire un mot, remonta sur son siège et se remit en route. Peut-être m'étais-je endormie et cet incident ne cessait-il de m'obséder en rêve, car il me semblait qu'il se renouvelait indéfiniment. Oui, quand j'y pense maintenant, j'ai l'impression d'avoir fait un cauchemar horrible. À un moment donné, la flamme bleue jaillit si près de nous sur la route qu'elle me permit, dans l'obscurité profonde, de suivre chacun des gestes du cocher. Il se dirigea d'un pas rapide vers l'endroit où brillait la flamme, éclat bien faible, malgré tout, puisque c'est à peine si l'on distinguait le sol alentour. Ramassa quelques pierres qu'il entassa de manière assez étrange. Une autre fois, un effet d'optique à peine croyable se produisit. Se tenant entre la flamme et moi, il ne me la cachait pourtant pas le moins du monde. Je continuais à voir parfaitement la lueur vacillante et mystérieuse. J'en restai un moment stupéfait. Mais je me dis bientôt qu'à force de vouloir percer l'obscurité, mes yeux m'avaient trompé. Alors nous roulâmes un bon moment sans plus apercevoir de flamme bleue. Mais les loups hurlaient toujours, comme s'ils nous encerclaient et comme si leur cercle avançait avec notre calèche. Le cocher mit de nouveau pied à terre et cette fois s'éloigna davantage. Pendant son absence, les chevaux tremblèrent encore plus fort qu'ils ne l'avaient fait jusque-là, commencèrent à s'ébrouer, à hennir de peur. Je cherchais en vain la cause de cet effroi puisque justement, plus aucun loup ne hurlait. Quand soudain la lune, qui voguait à travers les gros nuages noirs, apparut derrière le sommet dentelé d'un pic d'une hauteur impressionnante. Et je vis, à sa lueur blafarde, les loups qui nous entouraient, montrant leurs dents blanches et leurs langues rouges, et le poil hérissé. Dans ce silence menaçant, ils étaient 100 fois plus effrayants que lorsqu'ils hurlaient. Je commençais à mesurer le danger que je courais. La peur me paralysait. Puis tout à coup, ils recommencèrent à pousser leurs hurlements comme si le clair de lune avait sur eux quelque effet particulier. Les chevaux se démenaient d'impatience, promenaient autour d'eux des regards à faire pitié. Mais le cercle vivant, le cercle d'horreur, restait fermé autour d'eux. J'appelai le cocher, je lui criai de revenir. Il me semblait que la seule chance qui me restait était d'essayer de briser le cercle pour faciliter son retour. Je criai donc encore et frappai sur la portière de la voiture, espérant effrayer les loups qui se trouvaient de ce côté-là et permettre ainsi à l'homme d'approcher. Comment fut-il là? Je n'en sus rien. Mais j'entendis sa voix autoritaire et, regardant dans la direction d'où elle venait, je le vis au milieu de la route. Tandis que de ses longs bras il faisait le geste de repousser un obstacle invisible, les loups reculaient peu à peu.
À ce moment, un gros nuage couvrit la lune et de nouveau, l'obscurité fut complète. Lorsque mes yeux y furent accoutumés, je vis que le cocher remontait dans la calèche et que les loups avaient disparu. Tout cela était si étrange, si inquiétant que je n'osais ni parler ni faire un seul mouvement. Le voyage me sembla interminable dans la nuit que la lune n'éclairait même plus. Nous continuions à monter, et la route monta encore longtemps, bien que parfois, mais rarement, la voiture prit de courtes descentes rapides, pour aussitôt gravir une nouvelle côte. Tout à coup, je m'aperçus que le cocher faisait entrer les chevaux dans la cour d'un grand château en ruine. Des hautes fenêtres obscures ne s'échappait aucun ray de lumière. Les vieux créneaux se découpaient sur le ciel où la lune, en ce moment, triomphait des nuages. Aïe aïe aïe. Pouf. Jonathan là, Jonathan il fait trop de descriptions, il est un peu chiant Jonathan. Et il nous fait des cours d'histoire. Voilà, hein. Jonathan, un peu agaçant quand même. On va y arriver. Et 7%, c'est long. C'est giga long.